Nous sommes heureux d'accueillir Hubert Boucher, qui est membre du Conseil économique et social, secrétaire général de l'Union des cadres et ingénieurs FO, membre de la CNIL et qui a été membre du Comité national d'évaluation des universités et qui, à ce titre, il lui est arrivé de sévir en qualité d'expert pour l'évaluation de certains établissements. Nous l'avions rencontré il y a quelques années, lors de réunions à Paris, à l'époque où tu préparais un rapport pour le président de la République comportant normalement un volet sur la formation continue. Donc c'est dire combien tu es attaché à la formation continue et que le regard que tu peux y porter des instances nationales où tu sièges peut contribuer avec toutes les interventions dont nous avons bénéficié depuis ce matin à répondre à la question « Qu'est-ce qui se passe ?» Donc je te donne bien volontiers la parole. Merci. Merci. Pour continuer dans la provocation, ce n'est pas l'habitude de mon organisation syndicale, mais après avoir dit qu'est-ce qui se passe, Lénine en 1904 avait dit que faire. Je crois que, et que faire, c'est un véritable problème, mais tout de même, là je me sens, au moment de vous parler, victime du syndrome d'Edgar Morin. C'est-à-dire tout m'apparaît très complexe, premièrement, et le désordre habite mon esprit. Je crois que je devais vous le dire avant ce propos. Je suis moi-même un produit de la formation continue, pas de l'université mais du CNAM, pour une part de mes études, et donc je fais partie des militants de la formation continue. Pas des militants de la deuxième chance, je ne crois pas à la deuxième chance, je crois qu'il faut considérer la chance. Deuxièmement, je suis... Alors, il a dit que j'ai sévi au Comité national d'évaluation des universités, et c'est vrai, et j'y suis allé sans qu'on m'ait réclamé de prérequis, première chose, sans qu'on ait mesuré mes acquis, deuxième chose, et sans que j'aie de projet professionnel peaufiné. Et je vous dis en préalable et en préambule de mon propos que je suis d'origine paysanne et que je considère qu'une des valeurs, un des droits imprescriptibles de l'individu, c'est de voir sans être vu. C'est-à-dire que pour une part, c'est la capacité à s'instruire sans que celui qui vous instruit se prétende un droit à vous demander un projet professionnel balisé, précisé, etc. Je le dis de façon un peu provocatrice parce que je pense que trop souvent, on demande à des gens de peaufiner des projets professionnels pour aboutir à des emplois qui n'existent pas. Et qu'il faut donc que nous ayons, nous, en filigrane, de façon permanente, cette réflexion. Ce n'est pas pour ça que j'étais venu. Deuxième chose, alors, le président, ce matin, il a estompé une partie de mon appréhension en disant que eh bien, vous vouliez entendre des gens que vous n'aviez pas l'habitude d'entendre. Et donc, je me suis dit que donc, je pouvais quand même parler devant vous. Alors, avec beaucoup de joie, quand même. La joie, c'est d'être là, de retrouver des amis. C'est-à-dire que j'en connais quand même beaucoup parmi vous. J'ai été attelé à un chantier qui est le premier chantier de l'avenir. Et moi, je suis originaire d'une région de 50 km d'ici, d'une famille très catholique. Et j'ai appris quand j'étais petit, hors de l'Église, pas de salut. Et je dis aujourd'hui, hors de la formation, pas de salut. Donc il n'y a pas de discussion, et on ne va pas parler de dimension individuelle. J'en dirai un peu de la dimension individuelle tout à l'heure, mais je pense que l'objectif premier d'une société comme la nôtre, qui veut se démerder dans un contexte mondial de plus en plus difficile, avec pas de travail pour tout le monde. Et je reviendrai aussi probablement dans mon propos qui sera probablement décousu, parce que je revendique le désordre, mais je pense qu'il ne faut pas regarder la formation au regard du prisme de l'économie. Il faut regarder la formation, c'est d'abord fait pour que les gens s'instruisent, c'est d'abord pour inviter l'individu à s'habiter lui-même. Et lorsqu'il s'habitera lui-même, il sera inventif, il sera créatif, il créera des richesses, et donc la prospérité de la collectivité s'en suivra. Donc je voulais dire ça en réaction préliminaire, et dire maintenant, vous inviter à un voyage, ou à deux voyages. Il se trouve que, donc je vous ai dit un peu mes origines, je suis de l'agriculture, et il se trouve qu'au titre du Conseil économique et social, je suis devenu un peu spécialiste, c'est un grand mot, parce que les spécialistes, il y en a tellement ou si peu, qu'il ne faut pas...
le dire comme ça, de l'immatériel. C'est-à-dire que la chose, le constat initial est le suivant. Dans les années 80 et quelques, les grands économistes, les plus grands économistes, dont Edgar Morin a dit beaucoup de bien ce matin, nous abreuvaient de l'idée que l'investissement intellectuel était un des facteurs essentiels de la prospérité de l'économie. Et que M. Malinvaud, qui à ce moment-là était le pape de la macroéconomie française, nous expliquait que pour 40%, l'investissement productif français était un investissement de nature intellectuelle, mais que sorti de cette constatation-là, on ne pouvait pas en dire plus. Et donc les économistes, je peux enlever ma veste, déclaraient qu'au fond, eh bien, on était dans l'obscurité quasiment absolue, qu'on se rendait compte qu'il y avait un recul général du travail de force, que l'investissement était toujours en machine, mais que les machines ne marchaient pas sans un investissement intellectuel simultané et important, que le travail non musculaire allait primer sur le travail musculaire, c'est-à-dire que le corps à corps de l'individu avec la nature, qui est quand même l'histoire des générations qui nous précèdent, que ce corps à corps refluait, mais qu'on ne comprenait rien à ce qui se passait désormais. Et donc le Conseil économique et social, qui est une institution aussi lente que l'université à réagir, enfin aussi lente, je ne devrais pas dire ça, parce que peut-être que l'université va dire que ça va plus vite que ça, mais c'est dit, il faut qu'on essaie de regarder cette affaire-là. Et un jour, on m'a dit, Boucher, vous pourriez regarder ça à vous. Ils ont pris le plus ignorant dans le dispositif parce que les spécialistes ne voyaient pas directement cela. Et donc, on a commencé à réfléchir. Donc, moi, je me suis retrouvé avec un rapport qui m'a été commandé, qui s'appelait, un très beau titre, l'investissement intellectuel, facteur de modernisation de l'industrie française. Et je me suis retrouvé comme une poule avec un couteau, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Comment est-ce que je peux regarder ça? Et me voilà parti vous interrogeant la communauté universitaire, les grands scientifiques, et Malinvaud qui nous a dit, alors je n'ai pas beaucoup d'estime pour lui depuis ce temps-là, il nous dit, Monsieur Boucher dit, je crois qu'il y a une propension de corrélation entre l'investissement intellectuel et la prospérité de l'économie, mais je ne vous en dirai pas plus. Et comme il méritait le prix Nobel, je me suis dit que je le mériterais peut-être un jour si je disais quelque chose de plus intéressant que lui. Donc, nous voilà partis interrogeant quand même toute la communauté scientifique, et on a abouti à l'idée d'une ignorance et d'une cécité assez grande sur le sujet. Et on a fait un rapport qui a été voté en 1989. Ça ne va pas être trop long, mon propos, mais moi, je suis plutôt conteur, que je ne peux pas mettre mes phrases en costume du dimanche trop, donc je vous les donne comme elles viennent. Et donc, on a abouti à considérer les problèmes de l'investissement intellectuel complètement de manière macroéconomique. Et en 1989, il y a eu un rapport du Conseil économique et social, léché, propre et tout, voté, sauf par la CGT, mais par tous les autres, disant, il y a 4 grandes catégories d'investissement intellectuel, c'est la recherche fondamentale et appliquée, la formation, l'appareil commercial et les logiciels. Mais on en était resté à des considérations complètement macroéconomiques. Et donc, le Conseil économique et social est fait pour donner des recommandations au gouvernement. Mais une fois qu'on avait dit ça, on n'avait pas dit grand-chose. On a demandé alors à chaque fois au gouvernement de faire plus, c'est-à-dire de faire plus de formation, de faire plus de recherche, de faire plus dans l'appareil commercial, mais que ça n'éclairait pas beaucoup. Et la conclusion d'un rapport, et ça c'est intéressant pour les grandes institutions comme le Conseil économique et social, c'est de dire que la première phase que nous avions faite ne nous permettait pas de voir clair et qu'il fallait donc faire une deuxième phase d'étude. Et la deuxième phase a naturellement été commandée aussi, parce qu'on ne pose pas une question sans qu'on ne pense pas qu'on va nous demander de répondre à la question suivante. Et on a dit, dans la deuxième période, c'est là que ça devient intéressant, enfin, ce que je viens de dire est sûrement déjà intéressant, mais ce que je vais dire maintenant, il est encore plus pour ceux qui se mettraient à dormir maintenant. On s'est dit, mais dans le deuxième truc, alors, on s'est dit, mais on a regardé le problème de la macroéconomie, mais comment est-ce que l'investissement intellectuel a du sens dans la vie des gens? Comment est-ce que, moi, Boucher, lui, Marc, Michel, comment est-ce que l'investissement intellectuel, c'est-à-dire cet investissement immatériel dont tout le monde cause, on vous a parlé hier des autoroutes de l'information, on parle beaucoup des tuyaux, plus des tuyaux du contenu d'ailleurs, mais ça c'est pas mon objet aujourd'hui, mais on s'est dit, mais comment est-ce que les gens sont concernés par l'investissement intellectuel? Et donc, comme le Conseil économique et social a peu de moyens, et des gens plutôt rustiques de mon espèce, on s'est dit, eh bien, il faut qu'on essaie de regarder comment l'intelligence s'est incorporée à la vie des gens. Et donc, une fois cette question-là posée, on était aussi emmerdés que 10 minutes avant, parce que comment
comment répondre à cette question-là. Répondre de façon exhaustive, ça n'existait pas, parce que quand voulez-vous répondre? Et donc, on s'est dit, eh bien, on va regarder des activités particulières, suffisamment représentatives, pour qu'on identifie un peu comment l'intelligence s'est incorporée dans des activités professionnelles particulières. Et moi, je suis de l'agriculture. 50 km, je suis né d'ici. Et c'est moi qui étais le rapporteur. Donc le rapporteur, il tient la plume, il écrit, mais comme les autres n'ont pas toujours des idées, il faut mieux qu'on se mette à écrire sur ce qu'on connaît. Et on a eu l'idée suivante, qui est une bonne idée, que je vous demande de... Vous pourrez l'utiliser, c'est toujours productif. On s'est dit, on va superposer et rapprocher des photographies distantes de 30 ans. C'est-à-dire que donc on a pris nos bottes. Moi j'ai été voir mes souvenirs, et on est allé voir une photo des années 50 et une photo de 94 dans la production du lait de vache, pour commencer. Pourquoi le lait de vache? Parce que c'est un produit du vivant, parce que tout le monde en boit. Moi, j'en bois de moins en moins, de plus en plus de vin, mais il n'empêche que le lait, c'est quand même meilleur que le pinard, je pense. Donc ça, une activité du vivant, et que tout le monde connaît des vaches. Et il y a des pots de vaches, mais il y a aussi... Tout le monde a eu des relations, des fois, avec des vaches. Enfin, pas des relations. Non, mais je le dis exprès parce que... Deuxième activité qu'on a regardée, la production d'automobiles. Automobile, pourquoi? Parce que je suis à 45 km, vous allez voir finalement l'histoire, 40 km de Citroën à Rennes, et j'ai vu arriver Citroën en 57. Et j'ai vu la manière dont on recrutait en 57 mes cousins pour aller travailler à Citroën. Et en 57, eh bien, mon père était deuxième adjoint au maire d'une commune de 2500 habitants, donc ce n'était pas un grand notable, mais le recruteur de Citroën venait voir mon père et le curé. Et deuxièmement, le médecin, parce qu'il voulait vérifier que le gars n'avait pas la syphilis, qu'il n'était pas malade, qu'il n'avait pas... Et on venait voir mon père et le curé pour vérifier qu'il avait une bonne moralité. Donc c'était ça, le recrutement à Citroën en 1957. Troisième activité, donc c'est une activité emblématique de la production d'automobiles. Troisième activité, l'industrie de la communication. Et quatrième activité, alors on s'est rendu compte petit à petit qu'au fond, il fallait qu'on regarde un peu la vie quotidienne des gens. Alors je prends simplement l'exemple qui est le plus caricatural sûrement, mais le plus significatif de la sortie du Moyen-Âge et de l'entrée dans le monde moderne, et c'est évidemment la production du lait et la production des vaches laitières. Pour les plus anciens d'entre nous, 1950, c'était le Moyen-Âge. Mon père, il y a des parents d'entre vous qui étaient sûrement agriculteurs, votre père et le mien auraient pu discuter avec les producteurs du lait du temps des pharaons. Je ne dis pas de Napoléon. C'est-à-dire que l'histoire n'avait pas changé. Et qu'en 1950, la production de lait de vache, c'était des animaux qui donnaient 1000 kilos de lait par an, qui étaient élevés dans des pâtures dont on ne connaissait pas la richesse du sol, on ne connaissait pas les engrais, on ne savait pas protéger les plantes les unes contre les autres, il n'y avait pas la chaîne du froid pour l'utilisation des produits laitiers, etc. Et donc, nous étions dans le Moyen-Âge, et nous étions dans une activité où on était au corps à corps, je ne dis pas avec la vache, mais au corps à corps avec la nature. C'est-à-dire qu'au fond, les métiers n'avaient pas changé, c'était du travail de force. Et je suis allé, et vous n'avez pas le temps là, mais ça aurait pu se faire, je suis allé, donc 40 ans après, et l'histoire la description que je viens de vous faire, moi je l'ai vécue, c'est-à-dire que j'ai vu arriver l'électricité. Donc vous allez dire, on était peut-être en retard, mais il n'empêche quand même, je suis né en 44, donc je suis né au débarquement, la guerre était finie, et tant mieux pour moi. Bon, et je suis allé donc 40 ans après, ou 45 ans après, à 50 km d'ici, voir une des exploitations agricoles les plus modernes d'Europe. Les vaches de mon père faisaient 1000 kilos de lait par an, celles-là en font 10 000. Ils connaissent le plus parfaitement possible, par rapport à ce que disait Edgar Morin ce matin sur l'avancée de la science, ils connaissent de plus en plus parfaitement la nature et les potentiels de leur sol, ils savent utiliser les engrais, ils savent utiliser le désherbant, ils savent aller chercher un taureau en Californie lorsqu'ils pensent que c'est utile pour l'animal dont ils veulent des enfants, dont ils veulent une descendance, etc. Leur produit, une fois que le lait est trait, il passe à la chaîne du froid. Donc on est dans une situation dans laquelle l'activité, qui est une activité éternelle des hommes et des femmes, est devenue une activité qui est d'abord une activité immatérielle. Et là, la ferme dont je parle, c'est des gens qui sont pas loin de ma famille. C'est pas pour ça qu'ils sont bons, mais ils sont dans le mouvement global, et que ces gens-là, c'est d'abord des travailleurs intellectuels. C'est-à-dire qu'ils ne posent pas un acte technique qui n'ait pas été d'abord
configuré, qui n'ait pas d'abord été anticipé, qui n'ait pas d'abord fait l'objet d'un projet professionnel peaufiné, là. Mais sauf que ce projet professionnel peaufiné s'applique à une réalité tout à fait concrète. Et que nous sommes donc aujourd'hui... Alors, si on poursuit un peu ce propos, par contre, la ferme dont je vous parle est dans une commune qui, à la fin de la guerre, comportait 100 exploitations agricoles, il n'y en a plus qu'une dizaine, et que celle dont je vous parle, à elle toute seule, il y a 150 vaches et 4 ou 5 agriculteurs, eh bien, à elle seule, elle produit autant de lait que toute la commune n'en produisait à la fin de la guerre. Premièrement. Donc ça veut dire que le problème d'emploi est derrière, non seulement... Donc il y a le problème de quantité d'emploi. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus que 4, ils étaient 100. Deuxièmement, il y a un problème de qualité d'emploi. C'est-à-dire que vous vous rappelez les uns et les autres de la manière d'intégrer les jeunes à l'activité professionnelle qui était à ce moment-là, que constituait cette agriculture. C'est-à-dire qu'une agriculture complètement artisanale permettait d'entrer des gens dans le métier par une initiation douce, par une sorte de... d'entrée complètement tranquille, et que sans être passé par vos systèmes, sans instruction, on pouvait espérer entrer dans une profession et y demeurer. Donc ça, c'est la première. Deuxième chose, on a regardé, donc ça pour la production laitière, mais on y revient tout à l'heure parce que le temps passe vite. On a regardé ensuite la production d'automobiles. Production automobile, pourquoi l'automobile? Parce que tout le monde a la même chose. Je passe sur le détail de l'évolution technique dans le domaine de la production du lait, mais je pourrais revenir sur la robotisation et je pourrais vous dire qu'on va automatiser encore davantage dans la production laitière parce que un des obstacles à la productivité, c'est pour ça que pour l'emploi, il y aura encore moins d'emplois demain. Un des obstacles, c'est aujourd'hui que les agriculteurs ne veulent pas traire leurs vaches plus de 2 fois par jour. Or, une vache qui donne 60 kg de lait par jour a 2 fois 30 litres dans la mamelle si on ne la traite que 2 fois. Eh bien, je n'allais pas dire imaginez-vous, mais ça veut dire que 2 fois chaque jour, l'animal a une congestion. Ça veut dire que 2 fois par jour, elle arrête de produire. Ça veut dire que le jour où des robots seront rentables, comme on les a rendus rentables pour la cueillette des pommes, ils deviennent rentables pour la traite des vaches, eh bien l'animal ira se faire traire autant de fois qu'il veut. Avec un obstacle qui fait rire tout le temps, donc j'espère que ça vous fait rire aussi, c'est qu'on a un problème. On a un problème parce qu'il faut que, puisque le lait qui va être trait, il va naturellement aller dans un système qualité totale, comme a dit notre camarade, enfin votre ami tout à l'heure. Bon, je ne veux pas l'assimiler tout de suite. Bon, mais donc ça veut dire que la propreté est absolue et qu'on a un problème de douche inverse. Et qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien organiser une douche inverse pour que ça lave la mamelle de la vache. Et qu'on ne sait pas non plus mettre les vaches sur le dos pour qu'elles prennent leur douche. Donc là, il y a un véritable problème technique, mais le jour où on va résoudre ces 2 problèmes-là, eh bien, on sait qu'il y a 15% de productivité en plus. Et on sait qu'il y a encore une autre réserve de 15% de productivité avec une hormone qui est en vente libre aux États-Unis et dans toute l'Europe de l'Est, qui s'appelle la somatropine, et dont on sait que l'accroissement de productivité qui résulte de son utilisation est aussi de 15%. Donc vous vous rendez compte les problèmes de l'emploi qui vont rester devant nous parce que pour produire les biens dont nous avons besoin, il y aura besoin de moins en moins de gens. Et donc c'est ça le problème et ce n'est pas la peine de faire des projets professionnels peaufinés si on n'a pas de boulot à donner aux gens. Mais ça, parce qu'on parle des endroits où on est, donc moi je parle de tous les endroits en même temps. L'automobile, simplement une image. Je vous ai dit que le curé, pas le facteur, là, mais les édiles municipaux et puis le médecin, sinon le vétérinaire d'ailleurs était utile, avant qu'on ne recrute à Citroën à Rennes. Et moi, j'ai des copains, c'est-à-dire que moi, je suis né en 1944, et si j'étais né 3 ans plus tôt, je serais allé à Citroën. Ils auraient vérifié, donc ça, ma moralité a toujours été sans discussion. Bon, mais qu'aujourd'hui, eh bien, on n'embauche plus que des bacs ou bac plus 2. Ça veut dire que les gens de ma génération qui savaient tout juste lire, écrire et compter, et encore, ils ne savaient pas. J'ai des copains qui ne savaient pas lire, pas écrire, pas compter. C'est pas mon cas, mais il y en a. Et ils ont fait des carrières normales. Ils sont pas PDG de Citroën, il n'y en a qu'un, il y a Calvet, et ça suffit d'ailleurs. Mais ils ne seront donc pas présidents, ils ne seront pas directeurs de l'usine, mais il n'empêche qu'ils ont fait des carrières tout à fait normales, sans instruction, comme on le dit maintenant. Alors, évidemment, et aujourd'hui, alors, mes copains, enfin toujours les mêmes, nous expliquent que quand ils sont venus à Citroën à Rennes, on leur disait chercher à comprendre, c'est déjà désobéir. Vous vous rappelez de ce principe-là? Donc n'essayez pas de comprendre, bossez.
Puis c'est tout. Vous pensez à vos copines quand vous êtes sur la chaîne, on s'en fout, on ne veut pas savoir ce qu'il y a dans votre tête. Alors que désormais, on leur dit avec la qualité totale, eh bien, la pièce défectueuse qui vous sera créditée, eh bien, aura une conséquence sur votre promotion. Donc ce qui fait que les gars me disent, eh bien, dans le temps, on nous prenait les bras, on utilisait nos membres, notre force physique. Maintenant, de bosser, ça nous prend complètement la tête. Et premièrement, et deuxièmement, pour entrer dans la formation, pour entrer dans la production, il faut un niveau de formation qu'on ne nous demandait pas autrefois. Après, on a regardé la communication. La communication, même chose quand on regarde les manuels d'il y a 40 ans. Donc toujours, la méthode, ça a été une image d'il y a 40 ans et celle d'aujourd'hui. Eh bien, il y a 40 ans, les manuels qui expliquaient le domaine de l'information et de la communication, ils expliquaient la composition du métal de base de la plume sergent-major, la manière de ne pas gratter le papier, la qualité du papier pour qu'il y ait une bonne relation entre la plume et le reste, et qu'on est passé en l'espace de 50 ans de cette situation complète, là aussi, qui n'était pas très différente du temps où ils faisaient des enluminures au Moyen-Âge, ou de saint Thomas d'Aquin et de ceux d'avant, à une situation que vous connaissez aussi bien que moi, à une sorte d'univers impitoyable, d'autoroutes de l'information sur lesquelles, je crois, il faut qu'on discute de façon perpétuelle, parce que les industriels ont intérêt à mettre les tuyaux, mais il faut faire attention d'être capable de conduire les automobiles qui pourront circuler sur ces autoroutes de l'information. Donc là, et on sait très bien que l'acculturation technique est un problème de génération, c'est même pas un problème. Pour les plus anciens d'entre nous, on a bien vu l'acculturation de nos parents à la conduite de l'automobile, par exemple. On a connu des gens qui avaient tous les moyens de conduire et qui allaient au fossé 2 fois par semaine, parce qu'ils étaient incapables. Ils étaient incapables d'entrer dans la logique de maîtrise de leur machine. Ma génération, à moi, peut-être vous êtes mieux que moi, mais moi, je suis incapable d'utiliser les potentialités de l'ordinateur. Bon. Et donc, comment ça va se démerder pour les autoroutes de l'information? Et j'y reviendrai pas tout à l'heure. Et on va vers... Alors, dans la communication, alors le Conseil économique et social, donc on a regardé un peu tout ça, mais de façon superficielle, vous vous rendez bien compte à ce que je vous raconte. On a abouti au virtuel. Et le virtuel, c'est quoi pour nous? Alors, le Conseil économique et social, moi, je suis un des plus jeunes, donc les autres sont donc plus vieux. Enfin, ça va de soi. Le virtuel, on a compris que le virtuel, c'était désormais... C'était grâce à la capacité de transporter de l'information, à des capteurs de plus en plus sophistiqués, à des ordinateurs de plus en plus puissants. Ça veut dire qu'on va aller chercher de l'information sur un individu, où l'individu sera peut-être consentant d'ailleurs, qui ne passera pas par sa fonction consciente et qui sera traité par un ordinateur pour revenir et pour donc donner du sens à pour aller chercher du sens que la conscience des individus n'aura jamais voulu aller chercher. Et que je pense, peut-être c'est pas clair ce que je dis là, mais qu'on entre sûrement dans un univers complètement impitoyable, et que si on n'y prend pas garde... C'est pour ça que quand je regardais le titre du individualisme, individu ou pas individu, moi je pense que de l'individu tout procède et à lui tout retourne. Et si on n'avertit pas les individus, donc les enfants et donc les vieux, donc les gens comme nous, que le monde de demain sera ce monde-là, eh bien, on va vers une société dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui me précédaient. Et chemin faisant, dans notre parcours du Conseil économique et social, donc, on s'est dit, donc on a regardé les vaches, on a regardé les autos, on a regardé la communication. Et on s'est dit, donc on a une réflexion de plus, mais on s'est dit, mais bon Dieu, on s'est dit, mais la vie quotidienne elle-même devient appareillée. Et que non seulement il faut passer par le truchement de la capacité à se tripoter les neurones et à passer par l'abstraction dans le domaine professionnel, mais même dans le domaine de la vie quotidienne. Et là aussi, pareil, caricaturalement, moi, quand je suis né, mes parents pouvaient être habilités à penser que je traversais toute l'existence sans avoir besoin de remplir de formulaires. Il y avait 2 voisins qui étaient allés à la mairie dire que j'étais né, déjà. Ils ont pris une cuite en revenant. Après, ils avaient besoin d'aller dire, quand j'allais à la communion, le curé serait venu demander. Il y avait à chaque fois, dans les actes essentiels de l'existence des gens, un préposé pour faire le boulot. Donc on pouvait, à la limite, se passer. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de tripoter un Minitel à la gare pour partir à Paris, de travailler avec les formulaires, etc., vous êtes dans une situation d'impotence. Et que l'impotence moderne, et ça je crois que ça sera... c'est la conclusion de ce diagnostic. D'abord, nous sommes dans un monde nouveau, et tout concourt à le dire. Alors Morin l'a dit avec plus de passion autrement, mais quand on regarde les choses, avec moins d'appareillage que lui, moins d'outillage que lui,
On est dans un monde complètement nouveau. On a des machines, des automates, des robots partout. À la base de tout ça, c'est l'information. Et le handicap moderne, l'impotence moderne, s'enracinera dans la friche intellectuelle. C'est-à-dire que si les hommes et si les hommes et les femmes du temps qui vient ne sont pas appareillés pour lutter contre cette friche intellectuelle, alors je dirai après les moyens de lutter contre la friche intellectuelle, hein, avec 3 grands types de problèmes. Alors, un grand type de problème, parce que j'ai encore 10 minutes, hein, un grand type de problème, c'est la quantité de travail à faire. Quand je regarde mes vaches, je dis, c'est Marsac-sur-Don, la commune, pour ceux qui seraient de la région, eh bien, je dis qu'on peut toujours se battre les flancs, on ne trouvera jamais du travail pour tout le monde dans les formes dans lesquelles nous concevons le travail jusque-là. Et que là, nous sommes victimes de cécité, parce qu'on ne sait pas raisonner le temps qui vient en dehors des schémas qui nous viennent du passé. C'est-à-dire que notre tête, on est des débiles, c'est-à-dire que notre intelligence n'a pas les cases pour accueillir ce qui ne résulte pas, ce qui n'est pas dans les traces du passé. Je le dis exprès de façon caricturale parce que je dis ça pour les autres, pas nous ici, évidemment, mais je dis ça pour les autres. Mais que tout de même, l'automate relaie l'homme partout, et qu'on est averti depuis longtemps. Marx, c'est qu'un vieux Marx, hein, avait dit que la machine, la société mécanique, relèverait l'homme dans un nombre important de ses tâches. Keynes, qu'on connaît pour ses théories sur la monnaie et tout le reste, a écrit une lettre à ses petits-enfants en 1920. Alors j'ai le texte de la lettre, là, parce que je ne suis pas de ses petits-enfants, mais j'ai sa lettre quand même. Il prédisait que la mécanisation ouvrait la voie à des sociétés où le couple survie-travail deviendrait secondaire, alors que notre culture à nous est héritière du temps où la survie et le travail étaient liés, et qu'il fallait donc travailler à la sueur de son front, alors il prédisait que la perte des repères traditionnels de la lutte pour la survie par le travail conduirait les sociétés à une dépression nerveuse collective. Et bien, je ne sais pas si vous regardez dans le détail, on n'est pas loin de cette dépression nerveuse collective, on est même tout à fait auprès. Donc il y avait Marx d'abord, le plus ancien, Keynes qui a dit ça donc, dans la lettre à ses petits-enfants en 1920, Hannah Arendt, que vous connaissez aussi, j'imagine, enfin elle est morte depuis un moment, mais elle a dit, dans la condition de l'homme moderne, le problème que rencontreront les sociétés de travailleurs, qui resteront des sociétés de travailleurs dans leur tête, dans leur représentation, alors qu'ils entreront dans un monde dans un monde sans travail, au sens exclusivement économique, comme on le disait tout à l'heure. Et donc on sera obligé de se poser la question, on est obligé, nous, notre génération, et puis ceux d'après encore plus que nous, j'espère qu'ils seront mieux armés que nous, parce que là, finalement, jusqu'à nous, tant que le travail était dans la logique de la survie, comme disait Keynes, eh bien, il fallait bosser pour vivre. Et puis ma grand-mère disait, l'oisiveté est la mère de tous les vices, et bosse, mon vieux, et ça marchera. Quand le travail ne sera plus cette forme de travail-là, eh bien, on devra se poser la question du pourquoi vivre, puisqu'on n'a plus besoin de savoir comment survivre. Pourquoi vivre? Et donc là, vous vous rendez bien compte du boulot qui vous reste à vous. Parce que le pourquoi vivre, ça ne procède pas des 16 millions ou de 1,6 million petites entreprises et PME dont nous a parlé ce matin. C'est un problème infiniment plus important. C'est-à-dire qu'on rejoint les problèmes fondamentaux de toute la philosophie. Et donc, on va vers une commande qui sera aux antipodes de celle dans laquelle on vous a enfermé depuis la crise, c'est-à-dire depuis 1973. Cette commande, ça sera d'inviter les individus, je répète ce que j'ai déjà dit, mais à s'habiter eux-mêmes. Parce que dans la société de l'immatériel, seuls les individus qui seront en bonne santé seront productifs. Puisque cette société de l'immatériel sera une société de l'invention, on l'a déjà dit ça, tout le monde le dit, mais je le répète, pourquoi pas. C'est une société de l'invention et de l'innovation. Et donc ça postule la mise en culture de l'ensemble des capacités des gens. Et que, mon père, on ne peut pas faire travailler les neurones occupés dans le cul. Donc ce qui veut dire qu'il y a une corrélation absolue entre la productivité individuelle et collective et la liberté dans laquelle on installe les gens. Et le chemin vers la liberté, tel que je le disais tout à l'heure, c'est naturellement le chemin de l'instruction. Dans des formes qui ne sont pas que les formes qu'on connaît jusque-là, avec des moyens, il y a de l'audiovisuel, il y a des autoroutes de la communication, etc. Donc c'est évident. Sinon, on va continuer, et puis on va aller à une société qui va passer le cul par-dessus tête. Parce qu'aujourd'hui, on a quoi ? On a 8 millions de gens
que vous partagez en deux. Vous faites le partage que vous voulez, 8, même 10 millions probablement, des exclus, premièrement, des malgré nous, c'est-à-dire une armée de malgré nous, tous les CES, c'est-à-dire tous les gens qui vont dans des emplois dont ils ne veulent pas. Donc moi je suis syndicaliste, pas ouvrier. Le cadre, il m'a dit, ce matin il disait que les cadres n'existaient pas. Enfin, d'ailleurs, pour mon propos, c'est pas très important. Mais que, au fond, les malgré nous, pourquoi on dit ça? Parce qu'au fond, en réaction avec les malgré nous, pour les Alsaciens d'ici, savent bien ce que c'est que les malgré nous. Ça veut dire que, d'abord, un emploi dans lequel on met quelqu'un qui considère que cet emploi n'est pas à la hauteur de ses envies et de ses intérêts, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Le général de Gaulle, que je ne cite pas souvent, disait « Un homme doit toujours savoir ce qu'il se doit ». Eh bien, tous les exclus et tous les malgré nous, on les met en situation de se regarder dans la glace le matin et de ne pas oser ouvrir les yeux. Et vous avez après une armée comme vous êtes tous, comme moi, désintoxiqués. Le reste, c'est des intoxiqués, c'est-à-dire des gens qui bossent 50 heures par semaine, 60 heures par semaine, etc. Et qu'on va être bien obligé de régler ce problème-là. Je ne sais pas comment... Moi, m'occupe de syndicats. J'ai plein de mes adhérents, on n'a pas assez d'adhérents, vous le savez bien, mais c'est pas là, je ne vais pas me lamenter, mais ce soir, il y en aurait davantage. Enfin, encore que je n'ai pas de carte, là. Mais quand même, on a encore dans nos environnements des gens qui, tout de suite, à l'âge de la retraite, crèvent, comme on disait autrefois, meurent. Parce qu'ils ont été tellement intoxiqués que tout d'un coup, la désintoxication est trop forte et que, mis à l'air libre, ils ne réussissent pas à persister. Donc, je dis, on a là, devant nous, un gigantesque, dont je ne connais pas la réponse, mais je suis content d'avoir entendu Edgar Morin après, parce que je dis, c'est du complexe, et puis c'est le désordre, ce que je raconte. Donc, je suis content qu'il ait parlé avant moi. Alors, évidemment, je reviens sur mon propos. Donc, la première chose, c'est cela, dans nos réflexions. Donc, problème de quantité de travail à faire. Ça veut dire, faudra sortir. Il parlait de paradigme, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est le schéma, ça, le paradigme. Il faut sortir des schémas dans lesquels on est. Et on ne sait pas en sortir parce qu'on n'est pas bon. Pour le travail, par contre, il y a évidemment une exigence fondamentale de formation. Et le Conseil économique et social, dans notre réflexion, vous allez dire que c'est probablement terre à terre, on est abouti à... Donc, sur la réflexion suivante, en disant, mais finalement, dans l'individu, du temps qui vient, donc il devra être inventif, il devra être innovateur, etc., il est comparable au surgénérateur. Ça veut dire que l'individu, le surgénérateur, c'est une machine qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Tout individu, dans la société de l'immatériel, doit être mis en condition d'être surgénérateur, c'est-à-dire en condition de prendre l'information, c'est-à-dire d'aller la chercher, tout ce qui a été dit tout à l'heure à la table ronde qui nous précédait, d'être capable d'aller chercher, d'aller tripoter, d'aller collecter, de transformer de l'information comme un surgénérateur. Donc, mais un surgénérateur, ça peut être en sous-régime ou ça peut être en sur-régime. Crémalville, ces temps-ci, est en sur-régime. Mais l'ordinateur, le surgénérateur, c'est une machine. Et l'individu surgénérateur, c'est l'individu surgénérateur. Et ma conviction, c'est que de l'individu, tout procède et à lui, tout retourne. Je l'affirme tout de suite, et que ça dépend de vous, ça dépend de nous tous, d'inviter chacun des enfants qui naît dans notre pays, et chacun de ceux auxquels il est donné de vivre, d'être surgénérateur ou de ne pas être surgénérateur. Les systèmes d'instruction comme les nôtres font qu'aujourd'hui, une proportion que je ne veux pas, je n'ai pas de raison de dire quelle proportion, ne sera jamais mis en situation d'être surgénérateur, donc sera en position d'exclus virtuel, potentiel ou partiel. Et que, de ce côté-là, pour que les gens soient surgénérateurs... Donc ça, cette première réflexion, on l'a fait au Conseil économique en disant, ouais, il dit oui, et c'est dommage, j'aurais pu apporter des rapports parce que j'en avais, mais je les vendrais cher, donc dans la liste. Donc, je pourrais vous en envoyer si vous voulez, pour ceux que ça intéresse. Deuxième réflexion, surgénérateur, donc, alors, la critique est venue, y compris de mon organisation, en disant, mais oh, t'es un con, là, t'es en train de nous expliquer que l'individualisme est l'avenir de l'humanité. Non, parce que le surgénérateur ne marche pas s'il n'est pas en réseau. Et dans le monde de l'intelligence, le réseau est une obligation absolue. Dans le monde matériel, ce n'est pas obligatoire. Je vais prendre un exemple simple. Lui, il a un objet, c'est-à-dire une pomme. Moi, j'ai une pomme. On est dans le monde physique, tous les deux. La preuve. Hein. Bon. On veut échanger nos objets. À la fin de l'échange, il a une pomme, moi j'ai une pomme. Par contre, dans le champ de l'immatériel, il a une idée, moi j'ai une idée, je lui donne mon idée, il me donne son idée, à la fin on a deux idées.
Donc, dans le champ qui nous concerne, c'est pour ça que lorsqu'on fait tous les débats sur le télétravail et tous ces machins-là, moi, mon organisation syndicale est contre le télétravail. Sauf que c'est un combat d'arrière-garde parce que le télétravail ne postule pas l'isolement, tout simplement parce que dans le champ du travail intellectuel, l'isolement est suicidaire et l'isolement ne permet pas la production collective. Donc, ça, c'est plusieurs réflexions. Et ensuite, dans les autres réflexions, il a dit que je faisais partie de la CNIL. Et un des vrais dangers, et puis ça j'en dirai, puisque j'ai plus que 2 ou 3 minutes, un des vrais dangers, c'est que lorsque mon père embauchait quelqu'un pour nous aider à tirer le fumier, une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois tous les mois, dans les 5 premières minutes, il vérifiait qu'il savait tenir une fourche et qu'il ne se donnait pas un coup de fourche dans les chevilles au premier coup, qu'il savait rouler une brouette, et ensuite s'il donnait à téter à sa fourche toute la matinée, c'est que c'était un feignant. Mais le reste, je veux dire que... Donc on vérifiait dans le premier quart d'heure la performance de l'individu. Et bien dans le champ des gens que vous préparez, les gars, hein, c'est-à-dire dans ceux que je représente, dans les cadres, eh bien vous êtes incapables de vérifier les performances éventuelles de la personne que vous embauchez. Et moi, donc, dans la CNIL, je m'occupe de ça, c'est-à-dire des problèmes, donc des altérations de la liberté individuelle, par exemple sur les questionnaires de recrutement. L'autre jour, un cadre de banque, on lui demande s'il retenait facilement ses urines. Il ne va pas pisser dans les fichiers. Enfin, je veux dire, non. Je prends un autre exemple. Non, mais là, je le dis en rigolant parce qu'il faut bien rire dans la vie. Mais est-ce que vous atteignez facilement l'orgasme? Demandait-on un cadre de banque aussi. Je ne sais pas si c'est plus difficile dans les autres secteurs que dans la banque, mais que, en tout cas, donc on est devant. Alors c'est pour ça que ça rejoint le bilan de compétences, ça rejoint l'appréciation. On est dans une situation dans laquelle, du fait du chômage, alors là je deviens sérieux, mais même je l'étais avant, parce que c'est vrai ce que je vous ai dit, hein, du fait du chômage, le rapport entre l'employeur potentiel et le salarié qui veut l'emploi est plus inégal qu'il ne l'a jamais été. Et comme on est dans le champ de l'intelligence, donc du travail immatériel, dont l'employeur ne verra le résultat qu'à retard, contrairement au gars qui tirait le fumier chez mon père, eh bien, dans ce cas-là, les employeurs ne savent plus mesurer. D'abord, ils ne savent pas toujours bien déterminer le vrai cahier des charges et les vraies compétences qu'ils cherchent. Mais qu'ensuite, ou bien ils vont confier à un recruteur le soin de recruter, et le recruteur qui, lui, voudra être missionné pour la fois d'après, eh bien, aura tendance, je ne dis pas qu'ils le font tous, évidemment ils ne le font pas tous, mais aura tendance à mordre le trait et à aller chercher des informations dont il n'a que faire pour l'emploi à pourvoir. Et ce que je viens de dire pour le recrutement vaut dans l'ensemble sur le bilan de compétences, sur l'appréciation. Moi, j'aime bien aller rue de Varennes, aller voir le maître étalon, là, parce que c'est un vrai maître, lui. Mais dans le champ intellectuel, eh bien, mes amis, les instruments de mesure n'existent pas. On n'a pas d'instrument des poids et mesures. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher tout ça, mais ça veut dire qu'il faut être... Alors, donc, et pour contribuer à votre propos, formation professionnelle continue à l'entour de l'individu. Vous écrivez à l'entour comme vous voulez, un seul mot ou en plusieurs, ça m'est égal. C'est de l'individu que tout procède et auquel tout retourne. Je prêche contre peut-être ce que vous pouvez penser du rôle d'un syndicaliste, mais il n'empêche que je crois à ce que je dis là, de ce côté-là. Le chaînon manquant, il y a un chaînon manquant énorme. Donc, moi, j'ai procédé à l'évaluation dans le cadre là, du complexe et puis du désordre de l'Université de Nantes, de la formation continue. Je suis allé à Marseille, je suis allé à Toulouse, je suis allé à Besançon, je suis allé à plein d'endroits. Je pense qu'il y a un chaînon manquant dans le système, c'est le chaînon de l'orientation. C'est-à-dire que pour que les individus rejoignent véritablement la formation dont ils ont besoin, dans les situations de confort liées à tout un tas de choses qui ne sont pas susceptibles d'être mises en équation, comme on l'a bien dit toute la journée, eh bien je crois qu'on devrait construire dans ce pays un système d'orientation, y compris indépendant, des structures d'administration de la formation. C'est-à-dire que peut-être que ce n'est pas au ministère de l'Éducation de faire l'orientation. Peut-être que cette fonction d'orientation, dès lors que l'on pense que l'intelligence ne doit pas rester en friche, aucune forme d'intelligence ne doit rester en friche, ça veut dire qu'il faut mettre en culture des formes d'intelligence que jusque-là, on n'allait pas chercher. Eh bien, ce système d'orientation, il est probablement tout entier à construire. En tout cas, de mon point de vue, c'est un chaînon complètement manquant. Le deuxième élément, et vous l'avez dit, c'est la question de la validation des acquis. Mais là, je crois qu'il faut que vous acceptiez de mettre les mains dans le cambouis. Je n'allais pas dire dans la merde, mais dans le cambouis, parce que
Je ne parle pas que d'une place de Sirius là-dedans. Moi, j'ai fait partie de commission de validation des acquis dans les universités. J'étais le seul non-universitaire. Je ne dis pas que c'est bien. Mais j'étais frappé qu'à chaque fois, on passait notre temps à s'occuper des mouches, là, d'un côté, et deuxièmement, à aller chercher, pour des acquis professionnels, les gens n'étaient contents que lorsqu'ils pouvaient mettre un substrat académique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas mesurer les acquis professionnels. Reconnaissons qu'on ne le sait pas et réclamons les moyens de faire qu'on n'altère pas les individus. La même chose, moi je suis un défenseur absolu. Troisième élément, et puis ce serait mes conclusions, parce que je n'ai plus qu'une minute, j'avais dit 3/4 d'heure, et vous allez en avoir marre. La perversité du tout économique. Ça, alors, la crise nous a fait nous engouffrer là-dedans. La formation professionnelle, on l'a dit ce matin, moi je suis d'accord pour ce que disait le gars des PME. Là. La formation doit être immergée dans l'environnement économique et social. Or, si on ne fait pas attention, elle va être submergée. Elle est déjà en voie d'être submergée. Et lorsque vous regardez les uns et les autres, parce que malheureusement on est quelques-uns ici à avoir déjà vécu en 71, la loi de 71, c'était la loi portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Eh bien, à la faveur de la crise de 73, le thème d'éducation permanente a complètement disparu et qu'on est petit à petit entré dans une loi complètement utilitariste et que les dernières mesures et les dernières négociations que l'on a avec le patronat, même s'il faut les avoir, c'est pas parce qu'on signe des papiers qui ne nous plaisent pas qu'on ne doit pas dire tout le mal qu'on pense de ce qu'il y a derrière. Et je crois que là, par rapport à cette obligation qu'on a à mettre les gens, nous, notre boulot, enfin le vôtre surtout, et puis le mien, c'est que les gens soient bien sur leurs deux pieds. Eh bien, je pense que le tout économique est une... Il faut faire attention à ce que... Là, je ne dis pas, je ne veux pas mettre... faut faire attention à ce que le thème de qualité totale ne soit pas un avatar du tout économique. Hein. Je ne dis pas qu'il faut réfléchir à la qualité. On a aussi, alors, dernière 3 ou 4 encore remarques, le pilotage par l'aval, on en a parlé, enfin on ne l'a pas dit comme ça, mais il est quand même d'autant plus dangereux qu'il est exprimé par l'entreprise et qu'il est exprimé... or, l'entreprise n'a pas la garde des intérêts supérieurs des gens. L'entreprise, elle a le devoir de faire des profits, le plus de profits possible, pour que les salariés en reprennent le plus possible. Mais les intérêts supérieurs de l'individu, c'est d'abord chez lui qui sont localisés. Et que, donc, il faut faire très attention parce que si on n'a pas de vrai système d'orientation pour que les gens choisissent bien les endroits dans lesquels ils souhaitent aller, eh bien, moi je considère que la dimension économique est l'une des dimensions de l'individu, mais ça n'est pas la seule. Conclusion, première chose, on ne sait pas où on va, mais on y va. Ça, c'était déjà 68. On ne sait pas le détail du parcours sur lequel on engage ceux qui vont suivre. On ne sait pas l'objectif. Mais par contre, on sait les conditions pour en être et on sait les conditions pour n'en être pas. Et c'est certainement la condition majeure qui fera que les gens en seront ou n'en seront pas, c'est le handicap intellectuel et l'impotence intellectuelle. C'est évident que c'est dans le domaine culturel que se fera le départage, parce que l'impotence intellectuelle et l'impotence culturelle vous empêchera déjà de vous mouvoir dans la vie avec les outils du commun, et vous empêchera par là, parce que l'impotence, parce qu'autrefois on pouvait être impotent d'un côté et efficace de l'autre. Désormais, il y a la réunion des deux impotences, et l'impotence professionnelle est liée à l'impotence non professionnelle, etc. Et le dernier élément, pour l'avenir, notre bataille, enfin notre bataille, donc là je parle comme un syndicaliste, mais puisqu'on peut parler comme on veut, hein, notre devoir commun, c'est de faire advenir l'idée que la formation doit se placer dans la logique dans laquelle on a placé la santé depuis un siècle. Il y a un siècle, vos parents et vos grands-parents et les miens mouraient à 40 ans. Il est devenu normal que l'on mette le plus de moyens possible pour sauvegarder la santé des gens. On est bien d'accord? Et tout le monde se bat contre le rationnement. C'est-à-dire que moi, si je suis malade, je ne veux pas que c'est parce que Farjas ne paye pas de cotisation que je ne sois pas bien soigné. Donc on est donc dans une logique des moyens. On n'est pas dans une logique de résultat dans le domaine de la santé. On est contre le rationnement dans le domaine de la santé. Eh bien, mes chers amis, j'allais dire camarades bientôt, mais faut qu'on raisonne de la même façon dans le domaine de l'instruction.
C'est-à-dire que vous êtes dans une logique de moyens, ne vous faites pas enfermer dans une logique de résultats. Les résultats, c'est la condition nécessaire, sûrement, mais pas la condition suffisante. Et ça veut dire ça. Eh bien, si on s'était réunis il y a un siècle, on aurait déjà de la barbe les uns les autres. Hein. Mais et que je vous avais dit la même chose, si je vous avais dit il y a un siècle, eh bien, à la fin du XXe siècle, la France dépensera 2000 milliards pour la santé des gens. C'est ça, en fait, hein, l'assurance maladie, etc. Vous m'auriez dit, mais Boucher, tu ferais mieux de retourner à Derval, et je ne reviens pas nous emmerder, surtout pour nous raconter des salades comme celle-là. Or, un siècle après, c'est bien cela. On a bien installé l'idée que la santé est un bien des plus précieux, qu'on manque de moyens, mais qu'on ne dépensera jamais trop pour la santé, et qu'on n'arrivera jamais au résultat, parce que le résultat, ça serait qu'on ne meurt pas. Donc on mourra quand même, il ne faut pas se faire d'illusions. Eh bien, je crois que pour notre réflexion, dans ce qui vous concerne, il faut que nous raisonnions dans cette logique de moyens, pas de résultats, donc dans une logique de proscription du rationnement. Alors évidemment, je vois le monsieur du ministère, ou non, il est parti. Mais c'est plus facile à dire. Il est toujours. Ah ouais. C'est plus facile à dire qu'à faire, ce que je raconte là. Mais moi, c'est pas moi de faire. Moi, c'est à moi. Et que donc, par rapport à tout cela, eh bien, nos problèmes d'individualisation ou pas sont pas des vrais problèmes, sauf que je crois que notre devoir, c'est d'inviter chacun à aller à l'ultime limite de ses talents et capacités, et que là, il y a du boulot pour vous et pour tous vos descendants. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cette communication haute en couleurs, mais néanmoins riche de réflexion. Et je voudrais bien, et je suis persuadé que chacun d'entre nous a bien perçu qu'au-delà des formules qui nous ont parfois laissés sur place, au-delà des formules risquées, hasardeuses, courageuses, il y a toute une réflexion qui est importante et qui, comme tu l'as dit, rejoint des questions qui ont été posées hier lors de la conférence et du débat au Centre de communication de l'Ouest sur les autoroutes de l'information, parce que ta distinction entre les tuyaux que tous les industriels veulent installer, et on comprend bien pourquoi, hein, et ce qui sera transporté dans ces tuyaux, pour quel usage et pour qui, pour quel destinataire, reste tout à fait entier. Alors, je ne voudrais pas paraître maître de l'ordre dans du désordre raisonné ou de la transparence, là où il y avait parfois derrière des formules je ne sais quelle interrogation. Je pense, je résumerai ton propos de la façon suivante, et il me semble en effet qu'il y a un grand intérêt à faire l'histoire du travail. Il y a un très grand intérêt à faire l'histoire du travail. Et que s'il y a un domaine qui devrait nous intéresser tous, quelles que soient nos disciplines d'origine, c'est bien de comprendre comment le travail, en l'espace de 40 ans ou plus, a évolué, comment il s'est transformé, comment, partant de la mobilisation de la force musculaire, il a fini par mobiliser la tête, je te cite, comment on demande de plus en plus aux ouvriers et aux cadres une implication, je cite, de plus en plus importante, et comment, comme tu l'as bien souligné, dans différents domaines d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie automobile, la communication, on voit bien que l'intelligence a fortement cru, c'est-à-dire qu'elle a connu donc une croissance, et que voilà le paradoxe, le nombre d'emplois a diminué. La proportion que tu indiquais pour cette production agricole dans une commune, c'est un chiffre tout à fait symbolique, l'illustrait bien, comment le nombre d'emplois a décru et comment l'intelligence requise pour les emplois qui demeurent ou qui se sont développés n'a cessé de s'élever. Je signalerai dans cet esprit-là un excellent ouvrage d'un maître de recherche du CNRS, Lochkin, qui est intitulé
la révolution informationnelle et qui fait une analyse un peu analogue à celle que tu as développée et qui montre bien que depuis le 19e jusqu'à l'époque contemporaine, il y a une profonde transformation du travail. Eh bien, en nous présentant ces réflexions, je pense que tu contribues à nous éclairer sur les enjeux de la formation dont nous sommes des acteurs tout à fait particuliers, sur l'enjeu de l'université dans ce monde. J'ai été étonné, je ne te cacherai pas, de voir l'insistance avec laquelle tu as répété à plusieurs reprises la formule « tout part de l'individu et revient à l'individu », tout en affirmant par ailleurs que l'intelligence, et c'est tout à fait vrai, fonctionne par réseau, hein, par échange, et qu'elle se cumule. Et donc, je dirais que si tout part de l'individu et revient à l'individu, c'est aussi néanmoins grâce à des médiations sociales qui font que ce qui revient à l'individu s'appuie sur des acquis collectifs et un enrichissement qui ne dépend pas de l'effort strictement individuel. Alors, moi j'ai beaucoup de questions parce que, et sans doute nous en avons tous, parce que tu as touché aussi à des problèmes qui dépassent ce que nous appelons dans le jargon, qui est un peu d'origine économique, dans lequel nous nous laissons enfermer, c'est vrai, de résultats, d'objectifs, de gains de productivité, de développement des compétences. C'est vrai en tant que développement des ressources individuelles, mais vers quelle finalité? Et en fait, je pense que dans la conclusion de ton propos, il y a des questions philosophiques. En fait, pourquoi travailler? Si le travail n'est plus lié, comme tu l'as bien expliqué, à la stricte survie, qu'est-ce qu'apporte le travail à un individu? Quelles sont je dirais, les formes nouvelles d'une solidarité? J'ai beaucoup apprécié, tu comprendras pourquoi, l'association de cette expression qui a été un peu dramatique en Alsace-Lorraine, des malgré nous. Je rappelle que les malgré nous en Alsace-Lorraine ont été les jeunes Alsaciens-Lorrains qui ont été engagés de force dans la Wehrmacht et qui sont allés, pour beaucoup, mourir ou être faits prisonniers sur le front russe, la plupart d'entre eux. Les CES des malgré nous. Et cette espèce de rapprochement entre un conflit dramatique et une autre forme de conflit de l'individu par rapport à la société, de l'individu par rapport au travail, qui est le non-emploi et le non-développement, la non-habitation par l'individu de lui-même, d'appeler des CES des malgré nous, quand je pense que l'éducation nationale, à elle seule, utilise 70 000 CES au niveau national, 70 000 malgré nous, ça nous laisse aussi réfléchir sur le jeu qui peut être le nôtre. Si d'un côté nous avons d'excellentes idées, pour les autres, si nous avons des propos, je dirais, toujours lucides et courageux, quelquefois je me demande si le service public que nous sommes ne ferait pas bien aussi de balayer devant sa propre porte, parce que nous sommes entrés de fait dans cette logique des moyens restreints pour des résultats accrus. C'est là la formule. Alors, voilà comment moi je réagis à ton propos, qui au-delà encore de ta rhétorique et de ta poésie en fait tout à fait personnelle, nous traduit, j'en suis persuadé, c'est comme ça que je le comprends, des questions vraiment fondamentales qui passent, je résume, par l'analyse très intéressante et suggestive du travail, de ses transformations, par la croissance de l'intelligence, aussi bien dans le travail que dans la vie quotidienne, et naturellement par les risques d'exclusion que provoquent ces transformations si, et je termine, si nous ne donnons pas les moyens à chaque individu de développer ses potentialités, notamment grâce à la formation. Si j'ose un peu résumer
très rapidement un propos riche parce que très complexe.